Pour regarder New Info, bonsoir, merci de nous rejoindre pour décryptage. La baisse de l'aide publique au développement intervient à un moment où les pays africains font face à des besoins financiers croissants, notamment sur le plan sécuritaire. Cette raréfaction des ressources menace-t-elle la stabilité économique et des perspectives de développement sur le continent? Comment la Banque africaine de développement BAD travaille-t-elle à trouver des alternatives locales? Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. D'abord, cette question, pourquoi observe-t-on aujourd'hui une baisse de l'aide publique au développement des principaux bailleurs occidentaux sur le continent? S'agit-il là d'un renoncement des États africains eux-mêmes ou une réorganisation des traditionnels bailleurs? En fait, il y a une baisse de l'aide depuis fort longtemps. Pas seulement une baisse, très souvent l'aide promise n'a jamais atteint ce que les gens disaient. Certains disaient non, il faut donner 0,5% du produit intérieur brut ou bien du produit national brut, mais beaucoup de pays même ne respectaient déjà pas ce pourcentage qu'on disait qu'il fallait prendre ce pourcentage, le consacrer à l'aide publique au développement. La deuxième chose, la guerre en Ukraine est venue perturber tout ce qui existait à l'échelle pratiquement internationale en aspirant une bonne partie de l'aide et en l'amenant vers l'Ukraine, puisque une bonne partie des pays donateurs dans cette aide internationale étaient concernés par cette guerre entre l'Ukraine et la Russie en termes de soutien par rapport à l'Ukraine. L'autre élément qui intervient, c'est la conjoncture internationale qui n'est pas très bonne. Mais regardez la France qui a du mal à juste voter son budget parce qu'ils ne parviennent pas à s'entendre sur le budget parce qu'il y a des difficultés. Les difficultés sont réelles. La France n'a pas attendu sur l'aide au développement, etc. Il y a eu des coupes réelles. Les facilités qu'on accordait aux étudiants, il y a eu des coupes. Mais ça veut dire que le contexte international également joue. Chacun est en train, à la limite, de s'occuper de sa propre barbe qui est en train de brûler, au lieu de vouloir éteindre la barbe des Africains qui est également en train de brûler. Que ça nous serve surtout de leçon parce qu'il y a ce contexte qui est là, qui pose véritablement problème pour les pays africains qui, malheureusement, semblent ne s'être pas préparés à une telle chose. En même temps, est-ce que, selon vous, la situation en Ukraine a démontré qu'en fait, ce n'était pas que l'Afrique qui avait parfois la main tendue vers l'Occident? Mais non, pas du tout. Il est vrai que dans la médiatisation, le continent africain est le plus souvent mis au devant. Mais quand vous prenez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, mais si les Africains ont des problèmes pour avoir une partie de l'aide, mais ça veut dire qu'il y a un besoin sur cet espace-là. Quand vous prenez l'Amérique latine, que l'on oublie le plus souvent, c'est la même chose. Mais même quand vous prenez d'autres pays qu'on oublie comme l'Inde, malgré une certaine avancée sur le plan technologique, etc., mais vous avez encore là-bas des populations qui ont besoin d'aide. Même aux États-Unis, vous avez des populations qui ont besoin d'aide. Mais on a mis en avant le continent africain comme si c'était le continent des difficultés, alors que dans les autres espaces également, il y a de la difficulté. Rappelez-vous, à un certain moment, pendant la guerre, certains, en France, en Belgique, dans beaucoup de pays européens, les populations ont marché pour dire que l'Ukraine n'a pas plus besoin de l'aide que nous-mêmes, citoyens du pays, dont vous prenez les deniers publics pour aller soutenir l'Ukraine dans cette guerre. Ça veut dire que le besoin était également dans ces pays-là. Et sur le continent, comment cette diminution des ressources a-t-elle affecté des secteurs clés comme la santé, l'éducation ou même les infrastructures ou l'agriculture? Mais c'est dommage parce que ça touche des secteurs qui étaient déjà problématiques. Tout le monde le sait, l'OMS propose une norme, un pourcentage que l'on doit prendre sur le budget national pour le consacrer à la santé. Presque aucun de nos pays le fait. L'UNESCO dit la même chose pour l'éducation. Presque aucun de nos pays ne le fait. De sorte que quand vous regardez notre système éducatif, quand vous regardez notre système sanitaire, nous vivons de projets qui sont portés par l'aide multinationale ou par une aide bilatérale. C'est eux qui mettent en place les infrastructures, c'est eux qui viennent réhabiliter les infrastructures, c'est eux qui participent à la formation de ceux qui sont dans les secteurs, etc. Regardez-le au niveau de la vaccination.
Regardez-le quand Covid est arrivé, ben, très peu de nos pays étaient capables de véritablement réagir et même de pouvoir découvrir le virus à l'époque sur le continent africain. Ça montre la réalité dans laquelle nous nous trouvons, ce qui repose sur notre propre responsabilité. Parce qu'on s'est trop appuyé sur ces aides, de sorte que puisque ces aides ont été coupées de façon brutale par les États-Unis, qui apportent quand même une aide extrêmement importante dans cette aide internationale de façon générale, mais le fait qu'on ait coupé cette aide américaine, mais beaucoup de nos pays sont en train de le ressentir très fortement au niveau de la santé et au niveau de l'éducation. Il y a maintenant autre chose qui pose problème. On dit tout le temps qu'il y a d'autres pays qui sont là, qui peuvent prendre leur place. Quand vous regardez ces autres pays, ils ne sont pas dans la santé. Ils ne sont pas dans l'éducation. Surtout, ils ne sont pas dans la protection sociale. Parce que les autres pays travaillaient également sur les questions de protection sociale. Un autre élément plus important, dans cette conquête de la démocratie, vous avez des pays qui financent beaucoup sur ce qu'on appelle gouvernance de façon générale, les droits humains, etc. Mais vous ne voyez ni la Chine, ni la Turquie, ni l'Inde, ni la Russie investir dans ces domaines-là. Ce qui fait qu'il y a des aspects où aujourd'hui, les choses sont pratiquement bloquées parce qu'il n'y a plus de financement pour cela, alors que ces financements, quand on les regarde, ne sont pas nécessairement prioritaires par rapport à nos pays, surtout que là où c'est prioritaire déjà, nous sommes déjà en difficulté. Justement, dans ces conditions, peut-on alors craindre un ralentissement durable de la croissance et des efforts de réduction de la pauvreté sur le continent? Mais c'est très clair. Regardez les programmes de réduction de la pauvreté dans nos pays. Quand on en parle, c'est quelque chose qui vient des Nations Unies. Vous allez voir, c'est comme une mode. À un certain moment, on nous a parlé de stratégie accélérée de la croissance. Tu fais le tour des pays africains, partout on parle de ça. Réduction de la pauvreté. Tu fais le tour des pays africains, tout le monde parle de ça. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas un pays qui s'est assis pour faire son diagnostic et mettre en place une stratégie pour régler son problème, mais ceux qui aident décident en même temps de la stratégie. Et vous allez voir, c'est à peu près la même stratégie que vous allez voir dans tous nos pays. Vous nous voyez pendant un temps parler de la même chose, plan national de développement économique et social, etc. On l'a vu dans tous nos pays et vous allez voir, ça commence ici, mais vous allez voir, ça va faire le tour de tous les pays. Parce que celui qui donne, il décide le plus souvent de ce qu'on fait, de ce qu'il donne. C'est de ça que nous devons sortir. Mais depuis combien d'années des sociologues, des économistes on dit aux gens, attendez, l'aide est un poison, l'aide c'est une bombe à retardement, il faut tout faire pour s'affranchir de cette aide-là. Mais nos pays ont fait totalement le contraire en dépendant de plus en plus de cette aide. De sorte que la réduction va poser un énorme problème aux pays africains. Quand vous regardez la Banque africaine de développement par exemple, la BAD dit on risque de voir une réduction d'environ 40 milliards de dollars. Je ne vais pas m'aventurer à convertir cela en francs CFA, où on va pouvoir retirer cet argent-là. Qui va remplacer ces sommes? Ce n'est pas du tout évident, bien qu'on est dans une logique de multipartenariat qui nous permet d'avoir d'autres partenaires que les partenaires traditionnels, mais les autres partenaires n'agissent pas comme les anciens partenaires. Une situation qui risque peut-être d'aggraver l'endettement des États africains? L'endettement est déjà, est-ce qu'on peut parler d'aggraver? On est déjà dans une situation compliquée en matière d'endettement. Et nous sommes dans une situation d'endettement multiple. Parce que quand on dit endettement, on parle surtout de la Banque mondiale, on parle surtout du Fonds monétaire international. Alors que par rapport à la Chine, beaucoup de pays africains sont aujourd'hui fortement endettés. On oublie cet aspect-là parce que la Chine ne parle pas de sa dette un peu partout, sauf quand il y a le sommet Chine-Afrique. Mais beaucoup de pays africains sont fortement endettés par rapport à la Chine. De sorte que maintenant, sur le marché international, ces gens ont des problèmes parce que les gens se posent la question de la solvabilité de ces pays. Ils doivent à gauche, ils doivent à droite. Est-ce qu'ils seront capables, s'ils prennent encore d'autres prêts, de pouvoir les rembourser? Et il y a certains de nos pays qui commencent déjà à rencontrer cette difficulté au niveau international. Quand ils veulent mobiliser des fonds, les gens s'interrogent sur leur capacité à pouvoir rembourser parce qu'ils sont fortement endettés. Et face aux mutations actuelles dans le monde, mais comment les gouvernements africains peuvent-ils travailler à compenser
à justement cette baisse de l'aide au développement? Il y a des propositions qui sont faites par la BAD qui, à mon avis, doivent pouvoir permettre d'atténuer, je ne dirais pas de régler, d'atténuer la situation. La première des propositions, c'est d'aller vers un partenariat sud-sud. La BAD est claire, il ne s'agit pas du discours sud-sud qu'on entend depuis fort longtemps et qui n'est pas concret. La BAD dit des choses concrètes. Vous avez aujourd'hui les financements arabes, à travers la BADEA par exemple. Vous avez également le financement islamique, à travers la Banque islamique de développement, qui finance dans beaucoup de nos pays. Quand je dis islamique ici, ne pensez pas aux pays musulmans. Ils sont au Togo, ils sont dans tous les pays où ils participent à un certain nombre de financements. Vous avez les BRICS qui viennent de créer leur banque, qui peuvent être considérés comme des partenaires également sur ce plan-là. Vous avez également ce qu'on appelle les fonds souverains, qui sont là. Et la BAD dit aux gens de façon extrêmement claire, il faut aller vers ces structures pour compenser un tant soit peu la chute des investissements et de l'aide qui venait des pays occidentaux de façon générale. Et il y a des exemples intéressants. Le Sénégal et la Mauritanie ont été financés, par exemple, pour ce qui concerne le gaz, pour ce qui concerne le solaire, par la BAD, mais la BAD a été accompagnée dans ce financement par le Fonds saoudien du développement. Ça, c'est un exemple. Vous avez d'autres exemples où, sur des réseaux d'eau potable, la BAD a financé avec OPEC et avec le fonds koweïtien. Ce qui fait que, puisque le financement de la BAD ne devient pas un financement suffisant pour régler ce genre de problème, l'accompagnement des autres sources de financement permet de pouvoir mettre en place des éléments intéressants. Mais ici, c'est surtout ce qui touche à un financement à long terme. Il y a un avantage dedans, c'est des financements qui sont souvent des financements concessionnels, et surtout, il n'y a pas de conditionnement politique ou je ne sais pas quoi, on ne parle pas de droits de l'homme, on ne parle pas de démocratie. Mais il y a également des limites. La limite, c'est que souvent, ces fonds sont concentrés sur des infrastructures qui sont des infrastructures lourdes, alors qu'il y a d'autres priorités qui sont là pour les populations et ces priorités-là attendent difficilement. Et aux côtés de ces pistes donc avancées par la BAD, est-ce que la mobilisation des ressources en interne peuvent-elles également constituer une alternative crédible? Mais ça fait partie des stratégies que la BAD demande aux pays africains de mettre en place. La BAD parle par exemple d'une plateforme continentale de coordination. La BAD n'est pas la seule institution financière sur le continent. La BAD propose qu'on fasse en sorte que les banques de développement régional, les banques commerciales, les fonds d'investissement, que les gens se mettent ensemble pour optimiser les ressources qui vont être mobilisées. Mais la BAD ne s'arrête pas là-bas. La BAD dit aux gens, mais il faut qu'on fasse en sorte également qu'on renforce la participation des Africains eux-mêmes dans ces fonds. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de capitaines d'industrie, mais il y en a quand même. Le privé africain doit pouvoir participer au financement du continent africain. Justement, quel rôle, vous l'évoquez, le secteur privé africain ou des investissements étrangers, je pense notamment à la diaspora, peuvent-ils également jouer dans ce contexte? Mais ces gens-là peuvent jouer un rôle extrêmement important quand on met devant eux un cadre clair qui leur permet d'avoir de l'argent. Imaginons par exemple qu'on crée une banque pour la diaspora africaine. Je n'ai pas dit togolaise ou sénégalaise, pour la diaspora africaine. Imaginez que la diaspora enlève ses dépôts des banques européennes, américaines, etc. et mette dans cette banque. Mais vous avez déjà à disposition un fonds extraordinaire. Ces gens de la diaspora veulent investir dans nos pays. Mais quand ils viennent souvent, ils rencontrent énormément de difficultés administratives, de corruption, qui les amènent souvent à abandonner les projets qu'ils voulaient faire, des projets qui allaient participer au développement des pays d'où ils viennent. Donc il faut des politiques nationales plus allégées. Pas seulement des politiques nationales, il faut que cette banque de la diaspora africaine soit l'intermédiaire par lequel la diaspora va passer pour investir. Parce qu'il sera plus compliqué de vouloir influencer la banque que de vouloir influencer un membre de la diaspora qui est prêt à mettre des centaines de millions dans son pays et qui a du mal à le faire parce qu'on regarde s'il fait partie de l'opposition, est-ce qu'il est sympathisant du pouvoir ou autre, des critères qui n'ont absolument rien à voir quand on veut parler de développement d'un pays. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est ce qu'on appelle les diaspora bonds. D'autres pays
en Asie en particulier, l'ont expérimenté. La diaspora a participé au financement de son propre pays. Parce qu'on a du mal à avoir des prêts, mais on crée des conditions extrêmement claires. Les gens mettent leur argent tout en sachant qu'ils peuvent récupérer leur argent, mais qu'ils peuvent récupérer également ce que leur argent a apporté après qu'ils aient prêté l'argent pour faire un certain nombre de projets. Mais est-ce que chacun de nos pays présente ses garanties en matière d'investissement pour que ceux de la diaspora acceptent de mettre leurs fonds à disposition? Je crois que c'est là où il faut travailler pour que la corruption, la transparence au niveau des activités financières soit davantage claire pour que ces fonds de la diaspora bénéficient plus au continent africain au lieu de bénéficier des pays où se trouve cette diaspora. Pensez-vous que cette réduction de l'aide peut être également l'occasion pour les pays africains de repenser leur modèle de développement? Mais c'est pratiquement une obligation. Moi, je me rappelle déjà, nous, en classe de terminale, à l'époque. En cours de géographie, on posait déjà le problème de la dette. Mais vous imaginez ce que ça fait? Je suis devenu enseignant d'histoire et géographie, j'ai enseigné la même chose à mes élèves. On est là, on reparle encore. Mais il y a un problème. À quand les solutions alors? Il y a un problème. Le problème, c'est que il faut se mettre dans une logique de sortir de la dette, alors que nos pays sont plutôt dans une logique de rester dans la dette, de rester au niveau de l'aide. Et c'est ça qui nous crée tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Mais vous avez des auteurs qui, depuis fort longtemps, ont écrit sur ces questions. Certains disent même que l'aide est une arme. Et c'est vrai. Regardez ce que les États-Unis font avec les pays qu'ils aident. Mais quand les Américains t'aident, quand Trump va faire ce qu'il fait, tu ne peux pas dénoncer. Même quand tu ne peux pas dire je suis d'accord, tu ne peux pas dire clairement je suis contre. Pourquoi? Parce qu'ils ouvrent le robinet pour toi. Si tu le fais, ils vont fermer le robinet. Finalement, on n'a même pas la liberté de parole. Parce que nous sommes endettés, parce que nous sommes aidés. Mais il faut qu'on revienne à notre souveraineté dont on parle régulièrement. Et la souveraineté, ce n'est pas un slogan. C'est un travail à faire qui nous permet de pouvoir, par nous-mêmes, régler l'essentiel de nos problèmes, de sorte qu'on n'aura plus besoin d'être dans cette situation de dépendance qui nous fait perdre, en fait, notre autonomie, notre souveraineté. On ne peut pas être dans la dépendance et dire qu'on est souverain. Et dans un contexte sécuritaire préoccupant, encore sur le continent, est-ce que nos États parviendront à sortir de cette phase critique? Mais ça vient rendre les choses beaucoup plus compliquées. Tout le monde le sait, avec la présence du terrorisme dans un certain nombre de pays, en particulier au niveau du Sahel, il n'y a rien à faire. Le gouvernement est obligé d'aspirer le budget du pays et de l'orienter vers la sécurité et la défense du territoire national. Je disais tout à l'heure qu'on n'est même pas dans les pourcentages en matière de santé, en matière d'éducation, etc. Ce qui n'était pas suffisant quand on vient racler, il reste quoi? La deuxième chose, l'insécurité est un blocage pour l'activité économique. On parle d'investissement. Qui va venir investir dans un pays qui est en guerre? Qui va venir investir là où il n'y a pas de sécurité? Troisième chose qui pose encore problème d'un point de vue économique, même ceux qui sont sur place, qui avaient des activités économiques, voient leur activité économique perturbée. Mais là où il y a des terroristes, est-ce qu'on cultive? Est-ce qu'on continue à élever le bétail? Mais non, puisqu'ils vous arrachent le bétail. Ils vous obligent à vous déplacer, vous cultivez, vous n'êtes même pas sûr que vous allez pouvoir récolter. Mais vous voyez que la question de la sécurité seulement a un impact extraordinaire sur la question du développement économique de nos pays. Raison pour laquelle, encore une fois, il faut que toute l'Afrique solidaire se mette ensemble pour régler cette question de la sécurité. Parce que même sans cette question de sécurité, nous avons déjà énormément de problèmes, alors que la question de la sécurité aggrave de façon extraordinaire la situation économique de nos pays. Merci, Mohamed Diouf. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage.